Et on va attaquer directement la seconde table ronde. Quel levier agronomique pour gagner en autonomie azotée? Le mot-clé, c'est autonomie azotée. Et on sait qu'on a besoin d'y aller. Et pour cela, j'accueille Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture de l'INRAE. Merci Christian. Alexandre Veil, cofondateur de Precifield. Gilles Robillard, qui est agriculteur dans Lyon et président de Terre Innovia. Et Victor Le Forestier, que vous avez pu écouter ce matin, agriculteur donc et dirigeant d'Ecosystème. Je peux vous mettre en face des micros, c'est parfait. Christian, la question de base, pour savoir si on va pouvoir y répondre, est-ce que nos exploitations, d'abord, est-ce qu'elles sont très ou trop dépendantes des intrants? Voilà. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui avec le conflit ukrainien, ce qui se passe avec la cherté des produits indépendamment du conflit ukrainien, révèle une dépendance très très forte? Je pense que tu as apporté la réponse. S'il n'y avait pas de dépendance aux engrais importés, enfin aux engrais qui exigent énormément d'énergie et de gaz en entrée, personne ne crierait en ce moment. Et or, tout le monde crie, donc il faut croire qu'il y a un problème. Et la question, elle est de savoir pourquoi on s'est mis dans une configuration comme ça. On s'est mis dans une configuration comme ça parce que le coût, il y avait toujours un coût, il était largement... il valait mieux payer ça pour la facilité de mise en œuvre. Et donc, on a des systèmes qui sont extrêmement basés sur des cultures qui ne sont absolument pas fixatrices d'azote. Et on a des successions culturales où il n'y a quasiment pas de légumineuses. Et le concept même qui a été présenté de relais cropping, qui est en gros comment on associe une espèce fixatrice avec une espèce qui ne l'est pas, c'est juste émergent. Les chiffres étaient donnés à l'instant, ils ont été présentés ce matin. En gros, avant 2018, personne n'en parle, quoi. Donc ça montre bien qu'on vivait très bien dans un système où l'azote, on considérait qu'il avait un coût qui n'était pas élevé, et on oublie totalement le fait qu'il a un énorme impact sur l'environnement par on n'est toujours pas à respecter la directive nitrate en France, hein, donc on négocie année après année le fait de... Des amendes d'ailleurs. Voilà, on en prend tous les ans. Et puis c'est le premier gaz à effet de serre émis par l'agriculture, donc on oublie tout ça. Et maintenant, il faut penser autrement. Alors on va partir du court terme. Concrètement, est-ce que vos agriculteurs, ceux que vous connaissez, vous, chez Terre Innovia, est-ce qu'ils sont couverts? Est-ce que tout le monde est couvert en engrais, il n'y a pas de souci, ou il y a des fois des soucis? Alors, à court terme. Alors à court terme, pour l'année qu'on vient de vivre là, ou qu'on est en train de vivre, je dirais globalement, même si les coûts sont plus élevés, on va être couvert à 90-95%, voire 100% dans certains cas. Donc je dirais quelque part avec un coût supplémentaire pour les agriculteurs, c'est certain. Par contre, la crise telle qu'on est en train de la vivre, et Christian le disait à bon escient, c'est que pour moi c'est 2023. 2023, sur les approvisionnements en gaz vont nous poser des soucis, sur les approvisionnements en urée. Donc, au-delà du coût, ce qu'on peut craindre, ça va être carrément une disponibilité dans les exploitations, quoi. Alors c'est dommage parce qu'à 900 € la tonne, de pas arriver à fertiliser, c'était l'année où on aurait eu besoin de fertiliser, là, pour le colza, par exemple. Alors oui, je pense que pour l'année en cours, pour 2023, même pour 2023, mais même pour 2022, je pense que pour 2022, on doit commencer, et c'est le raisonnement qu'on devra avoir depuis des décennies. Christian le disait, c'est que finalement, on doit se servir de tous les moyens, de tous les leviers pour optimiser. Et j'entendais parler à l'instant des leviers et de l'agriculture de précision. On doit absolument demain et dès aujourd'hui pouvoir se servir des moyens de piloter l'azote au plus près, quoi. Ça veut dire que, pour reprendre ce que dit Christian, on était un peu dans un état d'ébriété énergétique, c'est-à-dire que derrière l'énergie qu'on avait à profusion quand même, si on pouvait la trouver un peu chère, on la trouvait certainement pas assez chère pour évoluer. Je ne veux pas dire qu'on est dans un état d'ébriété, il ne faut pas exagérer non plus. On est dans une configuration, en fait, tout ça c'est un optimum économique, et sachant qu'on ne payait pas, qu'on n'avait aucun coût donné à l'environnement. Donc il y avait une optimisation économique, et en même temps que l'optimisation économique, il y a le temps de travail. Il ne faut pas oublier que chaque fois, et ça va être l'objectif de la discussion, comment on fait pour être plus autonome et donc avoir d'autres sources, ça va conduire soit à un tout petit peu plus de boulot, soit à un système qui est un tout petit peu plus complexe. Et la nature humaine, notre cerveau, à tous, veut qu'on a tendance à refuser ce qui est complexe. Voilà. Alors Victor, lui, juste après Alexandre, alors dans ce cas-là, non, Alexandre, alors vas-y. Désolé, j'arrive en retard, mon téléphone sonne et je te coupe la parole, ça fait beaucoup. Mais juste pour aller en complément de ce que vous décrivez, il y a aussi un autre élément qui est à mon avis l'hyper-spatialisation des zones de production. On n'a plus de zones d'élevage. On a des zones hyper productrices d'élevage.
on se retrouve à faire rouler des camions d'effluents d'élevage depuis la Hollande pour fertiliser nos territoires. Donc on a aussi cette situation-là. On a une séparation des productions animales et des productions végétales. Et un des moteurs de ça, il se trouve en aval des exploitations. C'est la concentration des industries agroalimentaires qui impose qu'il y ait une forte densité de production primaire dans leur territoire. On se redit tout bien clairement là. Concrètement, si on arrivait dans cet état, c'est pourquoi de ne pas avoir d'élevage dans les zones de grande culture? Parce que en fait, si vous avez dans une exploitation, vous avez à la fois de l'élevage et des productions végétales, vous avez un boulot qui est plus complexe. Donc ça veut dire que depuis 10 ans, on dit on va remettre de l'élevage dans les grandes cultures, mais on ne le fera pas tant qu'on aura des industries concentrées pour l'aval. On le fera. Mais en fait, historiquement, si on remonte assez longtemps, c'est pas parce que je suis vieux que je dis ça, parce que à quel moment on a remis beaucoup de couplage entre des productions animales et des productions végétales dans les territoires français? Jean-Paul, toi qui as un certain âge aussi. Non, en fait, t'étais pas né, ça fait longtemps. Avant, enfin. C'était bien avant. C'est en fait la période où on met beaucoup d'élevage dans les productions, dans les zones où on avait beaucoup de céréales, c'est entre 1780 et 1800. En fait, pourquoi on fait ça? Pour une raison assez bizarre, c'est que la France était un grand champ de céréales. Et les animaux, ces animaux de traction, ils avaient uniquement le droit d'aller manger les chaumes. Et en fait, on remet des animaux parce qu'on a découvert qu'il y avait des légumineuses fourragères qui poussaient tout le temps. Et donc, comme elles poussent en automne, il faut les faire manger par des animaux. Et donc, c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'il y a énormément de moutons qui arrivent dans les grandes plaines céréalières. Et puis là, le système, il s'enclenche. Et donc, le cœur de tout le système, c'est la fertilité. Donc, voilà. Et le sol a un rôle à jouer. C'est le point de départ dans ce qu'il faut changer. Oui, ça me fait... moi aussi, j'aime bien lire les vieux bouquins. Moi, je suis plus jeune, donc je me souviens pas. Il faut que je lise les bouquins. Et dans les vieux bouquins, même des premiers bio des années 30-40, comment est-ce qu'on développe un sol et comment on est autonome en fertilité? On met des légumineuses qu'on fait manger par une variété d'herbivores. On couvre le sol dès qu'on peut, interculture courte, interculture longue, avec les mêmes espèces qu'on fait aujourd'hui, donc on n'a pas pris grand-chose. Il faut travailler, il ne faut jamais labourer plus de 12 à 15 cm. Bon, sachant que c'est un labour avec un petit tracteur ou alors avec un cheval, on va pas vite. C'est vraiment pas agressif du tout, même si on laboure. Et l'attention portée à la structure du sol, sous-solé une fois dans la rotation. Tout ça, finalement, aujourd'hui, quand on va dans les systèmes les plus avancés en bio ou en agriculture de conservation, ça rentre toujours dans ces mêmes grands principes de la fertilité, à une époque où on ne pouvait pas facilement acheter du gasoil, du glyphosate ou des engrais. Donc on n'est pas loin du constat dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut faire remonter le curseur, on change tout, comment on fait? Ça n'a pas l'air compliqué comme ça. Oui, alors, mais voilà, comme je disais ce matin, une ferme, c'est un peu un paquebot, quoi. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Donc il faut prendre les choses les unes après les autres, par ordre de priorité, par ordre de pertinence, de retour sur investissement, et il faut quand même que ça s'inscrive dans la vision de l'agriculteur. Parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est important, l'agriculteur qui connaît sa parcelle, et c'est important aussi son organisation, qu'est-ce qu'il cherche à accomplir sur sa ferme. Donc on a parlé de tous les outils pour localiser la fertilisation, que ce soit dans le sol ou dans les zones de terre. Ce matin, voilà, moi je vous ai parlé des outils de l'agriculture de conservation. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais en fait, encore plus qu'auparavant, il faut être un chef d'entreprise sage pour prendre des risques mesurés. Et il faut avoir la capacité de vraiment penser en dehors du cadre. Je discutais tout à l'heure avec un étudiant, on parlait de l'étranger, de l'Australie, etc. Je pense que j'étais déjà d'accord avec ça avant, mais je pense qu'encore plus maintenant, il faut vraiment être capable de penser complètement en dehors du cadre pour sa ferme. Là, aujourd'hui, sur la ferme, on cultive 110 hectares, j'ai 25 hectares de prairies temporaires. Je suis très content quand je fais un trou à la bêche et en même temps je me dis bon alors attends, on est allé un peu plus vite que la musique parce que j'ai pas encore les animaux, ça arrive bientôt, j'ai des collègues qui les mettent chez moi et tout, mais voilà, on parle de 2023, finalement en 2023 j'ai 20 hectares en légumineuses l'année prochaine, bon la fertilisation pour les légumes bio que les gens vont manger et pour les plants de pommes de terre, c'est cool, si je sais pas faire des champs de fientes de Hollande, bon, ça va aller, je saurais dormir.
Ça veut dire quelque part, comme disait Christian aussi, qu'il faut penser non pas que la ferme qui est déjà un paquebot, mais la filière aussi qui doit évoluer. Voilà, complètement. Ça a été déjà un petit peu évoqué ce matin quand on parlait du soja, quand on parlait des pois chiches, des lentilles. Il faut une organisation collective. Moi, j'ai l'impression que la génération de mon grand-père, de nos grands-pères, j'ai 35 ans, ils ont construit les CETA, ils ont monté les chambres, ils ont monté les COP, qui bossaient pour les agriculteurs. Il y a une génération, bon, on a profité de l'organisation en place, on s'est concentré sur la technique. Puis aujourd'hui, on lève la tête dans une période compliquée et on dit merde, en fait, il faut qu'on retrouve vraiment d'une organisation collective au service des paysans. Alors je ne dis pas que tous les négoces ou toutes les coopératives ne sont pas au service des paysans, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est qu'en fait, il faut vraiment retrouver une organisation collective qui soit proche du consommateur et qui soit vraiment à son service. Moi, je suis producteur en agriculture biologique et dans mon département, c'est pas très développé. Les collectivités cherchent du bio et en fait, aujourd'hui, on n'a pas d'organisation collective pour répondre à cette demande, alors qu'il y a un marché. Et bien, en fait, c'est tout. Mais il faut se retrousser les manches, quoi. Et en fait, on passe beaucoup de temps sur la technique et c'est pas forcément ça qui a le meilleur retour sur investissement. Et Gilles me dit qu'il veut parler du plan protéine. Je suppose que ça a rapport avec... c'est exactement, c'est en total rapport avec ce que tu dis, c'est que finalement, pendant des années, on a produit, mais on n'a pas cherché la valorisation derrière. Et aujourd'hui, c'est vrai que le plan protéine, si on reprend là, on est sur la 2e année du plan protéine, et je pense que il y a une ambition autour de ce plan protéine. Faut savoir qu'au final, c'est quasiment 150 millions d'euros qui ont été qui ont été dédiés au plan protéine. Alors l'avantage de ce plan protéine par rapport aux anciens plans qu'on a pu connaître, c'est que finalement, on a eu un accompagnement de l'amont à l'aval. Ça n'a pas été, je dirais, des pansements quelque part. On a vraiment eu un soutien à la base, à la recherche et à la sélection variétale qui a été fait. On a eu un soutien aux agriculteurs, donc justement pour moderniser ou pour pouvoir investir dans des matériels qui soient capables de produire ces légumineuses sur la ferme. On a eu aussi, alors là, et c'est peut-être plus les instituts qui en ont bénéficié et les chambres d'agriculture, ça a été finalement quelque part tous ces travaux qu'on avait dans les cartons, de pouvoir les promouvoir et de pouvoir les vulgariser sur le terrain pour les agriculteurs. On pourrait parler d'écoles associées par exemple. Et puis on a toute une partie, je dirais, de création de filières sur les territoires. On sait qu'aujourd'hui, on a 11 projets de territoire de valorisation de ces légumineuses. Alors, ça va être sur les pois chiches, sur les lentilles, sur tous les légumes secs, finalement, dans des plats préparés, des purées de pois chiches. Enfin, voilà, certaines zones en Occitanie, par exemple, travaillent sur ce plan protéine. Et le dernier élément de ce plan protéine, qui est pour moi un enjeu majeur aussi, c'est par rapport aux consommateurs. Il y a une enveloppe qui a été dédiée quant à finalement changer les habitudes du consommateur, parce que n'oublions pas qu'à la base, quand on produit ce que le consommateur nous demande. Et c'est bien là qu'il faut arriver à faire changer également les mentalités. Donc on peut être confiant, celui-là, il va marcher, plan protéine. Alors, il va marcher, il est bien initié. Je ne sais pas s'il va fonctionner. Après, il y en a eu d'autres avant, hein, c'est pour ça il y en a eu d'autres, mais par rapport aux autres, il a la particularité d'être beaucoup plus complet. Christian. Oui, c'est le 7e. C'est le 7e, ouais, voilà. J'ai moins de cheveux blancs, moi, Christian. Oui, c'est ça, je suis désolé. En fait, là, on donne l'hypothèse qu'on est dans un état stable, et en fait, on n'est pas dans un état stable. Il y a 2 éléments qui vont varier, et qui vont varier très vite. Et ça rejoint ce que disait Victor, enfin pour un des deux. Le premier, c'est qu'il y a une transition alimentaire. Et en fait, la question, elle est qu'est-ce qu'on donne à manger aux gens demain? Qu'est-ce qu'ils auront envie de manger? Et les espèces qu'a citées Gilles, pois chiches lentilles, c'est pour nourrir des humains. Quand j'ai commencé ma carrière, vous allez dire, c'était au siècle dernier, et en fait, on faisait des légumineuses pour nourrir des animaux. Et c'est une vraie rupture, en fait, objectivement. Même si aujourd'hui, on fait encore beaucoup de légumineuses et beaucoup d'oléoprotéagineux, la protéine pour nourrir les animaux, en fait, on se préoccupe de la transition alimentaire. Ce qui pose une vraie question sur l'élevage français. Hein. Il y a une décroissance. Et en fait, à quoi se stabilise? Quand on dit décroissance, on ne va pas arriver à zéro. Hein. Aujourd'hui, en France, 60% des protéines que l'on consomme sont des protéines d'origine animale. La question, c'est quelle est la trajectoire? Si on arrive à 50-50, c'est une rupture phénoménale. Le deuxième élément, et c'est pour moi l'enjeu majeur des 10 prochaines années, c'est le changement climatique. Alors Beauvais, c'est très dans le nord, hein, donc on dit oh là, il fait froid. En fait, Beauvais va avoir le climat du sud de la France,
en 2100 si on ne fait rien. Et le sud de la France va avoir le climat du milieu du Sahara. C'est juste, il n'y aura pas de génération après. Et c'est ça le problème central. Et on ne peut pas séparer la problématique de l'alimentation et le climat sans parler d'azote. L'azote, encore une fois, c'est le premier gaz à effet de serre agricole. Et on parle de beaucoup du CO2, mais pour l'agriculture, c'est rien le CO2. Le premier, c'est le protoxyde d'azote, le deuxième, c'est le méthane, et il y a un tout petit peu de CO2. Et donc, il va falloir, franchement, se retrousser les manches. Victor, tu vas avoir des animaux sur ta ferme, c'est ça? Ouais. Mais l'objectif, c'est qu'ils mangent uniquement de l'herbe. D'accord. Parce que beaucoup d'agriculteurs, il faut se le dire, ils n'ont pas envie de s'embêter avec des animaux, des producteurs de grande culture. Non, alors Faut être clair. moi j'ai une pensée un petit peu provocatrice, mais c'est que depuis très longtemps, on sélectionne des animaux qui ne sont pas au service du paysan. Je discute avec des copains australiens à table, des éleveurs allaitants et tout. Combien de vaches allaitantes par éleveur australien? La moyenne, c'est 1000. Les troupeaux performants en allaitant aux États-Unis, c'est 300. Les meilleurs, c'est plutôt 500 mères. Il n'y a pas de bâtiment. Ils ne tirent jamais un seul veau. Il y a une sélection qui est très stricte. Les animaux sont au service du paysan. Et donc, je suis normand, j'aime très bien les cartes postales, mais je n'achète pas de normande ni de race française pour démarrer dans l'élevage allaitant 100% herbe au service du consommateur. Et ça, c'est con. Ça, je trouve ça dommage. Mais les choses ont changé très vite. Christian l'a dit, elles vont continuer à changer très vite. On n'a pas le temps de resélectionner une charolaise qui soit proprement élevée à l'herbe. Bon, voilà, je vais chercher de la génétique adaptée ailleurs, qui sera à mon service. Avec la normande, tu peux t'en sortir. Tu prends un peu de Jersey aussi, ça va le faire. Ouais, elle va quand même mettre un an de plus à atteindre le correct et tout. Mais... Cela dit, il y a des modèles qui sont assez innovants. La semaine prochaine, dans l'émission, on va passer un berger qui fait la transhumance, ni plus ni moins. Il est payé par la communauté de Nîmes, l'intercommunalité, pour débroussailler, parce que quand on a un incendie, ça coûte cher et il vaut mieux payer un berger avec des moutons. Alors c'est vrai qu'il fait du trajet puisqu'il les remonte pendant l'été quand même dans les alpages, mais ça lui permet de bien vivre et il a un troupeau, il a des rustiques, c'est performant en termes de désherbage et la collectivité qui veut plus de glyphosate le paie pour éviter, enfin se donne les moyens de trouver des solutions pour désherber les vignes. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ce genre d'initiative auquel le monde agricole n'est pas forcément favorable à la base? Ce qui me plaît beaucoup dans ce genre de projet, c'est qu'en fait, on nous dit qu'il faut préparer le renouvellement des générations. Et en fait, les gens qui sont prêts à s'intégrer dans ces projets-là, ce n'est pas des gens du milieu agricole. Et pour autant, ils ont une manière de penser différente et ils sont prêts, eux, à rendre le service que la société attend d'eux, quoi. Et moi, sur ma ferme, je laisse la porte ouverte pour des projets comme ça. Parce que, bon, pour l'instant, on parle... c'était plutôt l'autonomie en engrais et tout ça. Mais en fait, c'est important de continuer à être ouvert et faire rentrer des gens qui ont une pensée différente, qui puissent développer une entreprise. Et le vigneron, il dit c'est super, hein, c'est propre, c'est fertilisé automatiquement. Enfin, la parcelle elle se porte très bien. Christian, et puis Alex. Pour prolonger ce que vient de dire Victor, effectivement, c'est la question, c'est les services rendus par l'agriculture. En fait, très souvent, et pendant très longtemps, on a considéré que c'était un problème d'agriculteur. Et donc, il était là pour produire de la matière première et point final. Et en fait, il y a des tas d'autres services rendus par l'agriculture. Préservation de l'environnement, tu l'as mentionné, incendie, limiter les gaz à effet de serre. Ceci dit, il faudra dire à ton berger qu'il ne faut pas qu'il aille sur des prairies, sur des vignes qui ont été conduites en bio, parce que les moutons, ils n'aiment pas du tout le sulfate de cuivre. Ça a tendance à les mettre sur le dos du premier coup, donc il faut éviter. Mais bon, le reste, il n'y a pas de difficulté. Et donc, il y a des tas de services rendus par l'agriculture, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mesurer. Parce que si on prend toutes les personnes ici, je demande à Victor, s'il est capable d'estimer les gaz à effet de serre qu'il émet, ou s'il est capable d'estimer l'état de la biodiversité dans son exploitation, il n'y a rien. Par contre, il est capable de me dire combien il a gagné. Et donc, il y a un vrai travail à faire sur développer des proxys d'indicateurs sur la performance que l'on a vis-à-vis des gaz à effet de serre, vis-à-vis de l'autonomie azotée, vis-à-vis de la biodiversité. Comme toute entreprise. Exactement. Alexandre. Je voulais juste réagir sur ces changements de pratiques et de modèles. Je regarderai bien sûr l'émission avec le berger. Je ne doute pas que ça soit très sympathique, mais j'ai quelques doutes sur le fait que ça suffise
à solutionner les thématiques dont on parle. Il y a juste un petit point que je voulais aborder, je pense, c'est le système de méta, dont on ne parle pas beaucoup, qui est aussi un changement de pratique et qui retrouve, à mon avis, un attrait tout particulier. Moi, mon associé à un méta, il me disait ce matin que pour la première fois, il vend le gaz qu'il produit hors contrat 2 fois plus cher que son prix de rachat contrat. Et en fait, on se retrouve dans un système, c'est pas de l'élevage, malgré tout, ça rend quand même indirectement quelques services qui peuvent être comparés aux services apportés par des élevages. Il se retrouve tout d'un coup avec des effluents qu'il est bien content d'avoir dans une stratégie de fertilisation à moyen et long terme. Il se retrouve avec des injections de gaz alors qu'on ne parlait même pas du problème. On est peut-être en train de passer d'un système de contrat de rémunération à un prix fixe à des contrats est-ce qu'ils tiendront demain, parce qu'aujourd'hui, ce qui est hors contrat vaut 2 fois plus cher. Voilà. Et ça, c'est des changements de pratique très concrets qu'on voit se multiplier quand même dans nos régions ici, Hauts-de-France, bassin parisien, etc. Bon, il faut peut-être les regarder avec un œil un peu particulier dans le contexte qu'on connaît, je pense. Et l'État a l'air de vouloir simplifier ce qui était compliqué avant pour les autorisations. Non, malheureusement non. Les dernières mesures, ils ont dit que maintenant ça allait être simple. Peut-être, alors, je sais pas. Mais la semaine dernière. C'est les élections tout frais. présidentielles, ça. Non, en fait, sur les méthaniseurs, en fait, faut regarder la chose plus globalement. Qu'est-ce que fait un méthaniseur ? Il sert à produire autre chose que des biens alimentaires. Il produit des biens, en gros, de la biomasse non alimentaire pour faire de l'énergie. La question qu'il faut avoir globalement sur l'ensemble de nos systèmes agricoles, parce que la population mondiale augmente, c'est comment on arrive à augmenter ce que l'on produit par unité de surface. L'année fait encore 12 mois et ça va durer un certain temps, ça. Et donc, comment on occupe la totalité du sol pour produire des tas de choses. Et produire des tas de choses, pas uniquement de l'énergie ou des protéines, enfin de l'énergie alimentaire ou des protéines, mais aussi tout le reste de ce que la société demande, d'où la question du gaz. Et dans l'autre sens, il y a un piège lié aux méthaniseurs qui a été évoqué un tout petit peu dans la table ronde d'avant, c'est le poids des investissements spécifiques en agriculture. C'est-à-dire le jour où on a mis le doigt là-dedans, il ne faut pas mettre le doigt dans le méthaniseur, mais le jour où on a investi là-dedans, en fait, on doit y rester longtemps. Et ce qui fait qu'on a des systèmes qui deviennent peu agiles. Et en fait, l'ensemble de l'histoire, elle est de trouver le bon point d'équilibre entre je réponds et je réponds encore mieux à ce dont on a besoin. Ça s'appelle augmenter le LER, le Land Equivalent Ratio. Et dans le même temps, ne pas se trouver piégé par des investissements spécifiques. Et ça, c'est compliqué, en fait. Ouais, c'est vrai, il faut réduire le pixel, être capable de travailler à l'échelle de la ferme. Et ça, c'est un changement quand même de beaucoup. Il faut être capable de travailler à l'échelle de la ferme, parce qu'il faut prendre en compte les aspirations et les contraintes de chacun. Mais il faut aussi réussir à se fixer dans une trajectoire. On n'investit pas tous les ans dans une exploitation agricole. Et il faut savoir que l'investissement, il induit une dépendance au chemin pour quasiment toute une génération. C'est pour ça que le vrai danger, c'est les aides à l'investissement. C'est bien les aides à l'investissement. Mais les aides à l'investissement, ils ont tendance à faire oublier que tout compte fait, on a mis le doigt dans une trajectoire. Et pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'accompagnement individuel. Victor est impliqué dans ce genre de système d'accompagnement individuel pour dire mais c'est quoi les trajectoires sur le long terme où on veut aller. Donc, associer légumineuses, on reprend un peu pour finir là. Il faut y aller. Oui, concrètement, il faut y aller. Nous, on le voit sur le colza. On fait les cultures associées donc avec des légumineuses, avec légumineuses gélives. On sait qu'on a une courbe de réponse. Par contre, là où il faut se méfier quand même, c'est que sur des légumineuses, on n'a pas la capacité de le gérer comme de l'engrais minéral. De l'engrais minéral, on est capable de le piloter au kilo près. On connaît exactement la courbe de réponse en fonction de la météo, de l'hygrométrie, de la pluviométrie. On connaît tout sur l'engrais minéral. Par contre, sur tous les apports azotés liés aux légumineuses, on est loin de tout connaître. On sait qu'il y a du bénéfice, mais il reste encore à déterminer Les cultures associées aujourd'hui, c'est peanuts en surface. Ah non. C'est combien ? En colza, c'est de l'ordre de 20... Au niveau national, c'est 20%. 20%. Donc c'est... Sur colza, et il y a dans des régions, on monte quasi à 30%. Les OAD, c'est pas beaucoup non plus. 20 Les il y a OAD, des cultures à 0% et des cultures à 30%. Oui, et puis il faut regarder ce qu'il y a dans ce 20%. Ouais. Parce que les OAD, dont on en parlait sur la table ronde précédente, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Je pense qu'ils étaient, jusqu'à cette année, utilisés dans 95% des cas pour un aspect réglementaire. Et absolument pas pour un aspect technique ou pour un pilotage de la dot. C'est en train de changer. Donc ça, c'est intéressant. C'est qu'il y a, malgré tout, le réglementaire, même si je ne suis pas passionné de réglementaire, force parfois l'adoption d'outils qui se retrouvent bénéfiques pour d'autres choses.
Mais effectivement, c'est peu utilisé, c'est pas forcément utilisé historiquement pour l'objectif qu'on avait pensé. Maintenant, c'est quand même un très gros levier d'amélioration, ça c'est clair. Hein. Quand On je le dis voit dans les années 0%, comme cette année. c'est en maïs sur l'azote, par exemple. Il n'y a aucun OAD pour piloter une association. Parce que Gilles citait les associations, mais les associations colza avec des pois, c'est en fait le pois qui est les légumineuses sont des plantes de service. Mais les vraies associations, c'est-à-dire où on cultive 2 espèces, soit simultanément, soit légèrement décalées du type le relais cropping, c'est peanuts. Ce qui est une légumineuse aussi, en passant le peanuts, mais donc c'est quasiment rien. Non, Et, c'est vrai. moi, je suis intimement persuadé que dans 10 ans, ça sera la règle, en fait. Pourquoi cultiver du blé tout seul? Il faut cultiver blé-pois, à condition de savoir les piloter comme il faut. Vous faites une économie monstrueuse. Parce que très En longtemps, on nous disait dans les silos, on est capable uniquement de stocker que des Mais graines propres. on est capable de les trier. Hein. Oui, non, mais on a fait progrès en disant on a tout changé. C'est comme les Et véhicules les diesel OAD et seront électriques. capables on a de été Et s'adapter les capable- OAD aussi. sont capables de le faire. Et donc, ils il faut... s'adapteront à ces nouveaux contextes. ça, y a pas de Exactement. Et souci donc, il par faut rapport à pousser le bazar. Exactement. Donc ça veut dire qu'on a des marges de manœuvre sur les cultures associées. Sur les OAD, on a largement des marges de manœuvre. ça. Énorme, ouais, énorme. En taux d'adoption, en taux de couverture et en suivi du conseil. Et aujourd'hui, on amortit. On est sûr que le point de rentabilité. pas de Aujourd'hui, souci. je pense que vu le prix de l'azote, vu le prix des cours de céréales, On il est... n'y a pas besoin d'être un génie pour voir que le coût de l'OAD, finalement, c'est pas là qu'est le sujet. Par contre, juste un point quand même. Nous, on est très frappés cette année sur ce que ça déclenche un OAD. On parlait de colza tout à l'heure, là. On voit qu'on a eu avec des gros reliquats, finalement pas beaucoup d'impact gel sur des colzas, donc plutôt des colzas qui ont bien valorisé des reliquats qui sont beaux. Nous, on a beaucoup d'agriculteurs qui nous appellent, qui nous disent « Attends, est-ce que tu crois vraiment qu'il faut que je suive le conseil que vous sortez ?» Parce qu'il y a quand même une crainte sur une prise de risque qu'on comprend. Les cours sont très hauts, est-ce que je joue ou pas? Donc malgré tout, c'est aussi des changements de pratique, c'est accepter qu'il y a des conseils qui ont été travaillés, évalués, normés, etc. Et voilà, effectivement, c'est pas... cette année, il y a encore des logiques de dire, de toute façon, j'apporte 180 unités comme tous les ans parce que le colza vaut cher et donc je ne veux pas me mettre en risque. Victor, la CSC royale, on consomme moins de GNR, on a moins d'engrais à acheter. Il faut juste procéder dans l'ordre. C'est ça, il faut procéder dans l'ordre. Donc là, j'entends dire, ah ouais, il y a des gros reliquats, donc il faut mettre moins d'azote. Oui, encore il y a 2 jours, on était dans une parcelle, gros reliquat, belle semelle. Hein. Enracinement de la culture, 0. Bon, alors on fait quoi du reliquat qui est là-dedans? Donc le premier investissement avant le semoir, c'est la bêche. Ça, c'est le premier investissement à faire. Après, c'est les graines, les couverts. Vraiment, apprendre à cultiver les couverts comme une vraie culture. Après, on verra si on met des moutons dedans. On verra après si on les met dans le méthaniseur. On verra après autre chose. Mais en fait, il faut déjà apprendre vraiment à faire des couverts de légumineuses. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on peut réduire progressivement le travail du sol, commencer éventuellement à investir seul ou à plusieurs, etc. Mais il faut vraiment prendre les choses dans l'ordre. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Ça fait prendre trop de risques à nos fermes. Bien souvent, on n'a pas le savoir-faire. On n'est pas capable d'acquérir tout ce savoir-faire à une telle vitesse, parce qu'en même temps, il faut continuer à faire tourner la ferme, faire la gestion, etc., plus le côté familial et tout. Les emprunts. Voilà. On ne peut pas tout changer d'un coup, quoi. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que dans chaque région de France, voire chaque département ou micro-région, vous allez trouver quelqu'un pour vous accompagner là-dedans. Et puis, Christian, il y a des progrès dans la recherche. Enfin, on peut attendre des progrès. On a parlé des bactéries, peut-être, qui pouvaient améliorer au niveau du sol. Peut-être demain, on aura des plantes super fixatrices d'azote, je ne sais pas, qui peuvent aller encore plus loin. Des progrès, il y en a dans tous les domaines. Il y en a effectivement sur les micro-organismes dans le sol. En gros, ce qui s'appelle le microbiote du sol. Comme on a un microbiote intestinal, il y a un microbiote dans le sol, il y a un microbiote sur les plantes. Et celui-là, tout compte fait, aujourd'hui, on ne l'a pas du tout utilisé. Donc il y a un gigantesque champ de potentialité à cet endroit-là. Il y a de l'amélioration génétique. Faut-il faire des espèces super fixatrices? Ce n'est pas forcément si évident. En fait, si 100% des plantes étaient fixatrices d'azote, on aurait des problèmes. En fait. Donc il faut trouver le bon point d'équilibre. On a déjà des gigantesques ressources. On a un nombre d'espèces de légumineuses utilisables qui est pléthorique. Et comme le disait Victor, tout compte fait, on se retrouve à utiliser les mêmes qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Donc on n'a pas appris grand-chose. Il y a la capacité que la génétique offre, notamment au travers de l'édition du génome, qui est en fait un champ un peu nouveau. Il y a la dimension du numérique, le numérique via soit les machines, soit l'aide à la décision et ce que les données massives permettent de faire.
Donc tout ça permet d'imaginer des innovations biotechniques, des innovations organisationnelles. On a tendance à l'oublier, mais souvent les organisations sont un frein au changement. On peut même faire des innovations réglementaires. Ça, c'est un clin d'œil à Alexandre. Et donc tout ça parce qu'on produit en permanence des connaissances et puis on forme aussi. Hein, la formation est le premier levier du changement, il ne faut jamais l'oublier. Qui souhaite poser une question? Non, faites... Ah, merci monsieur. Si vous voulez bien vous présenter juste au début. Bonjour, je suis Paul Pantier, je suis étudiant ici et également en stage à Axema, le syndicat du machinisme agricole. Et du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, dans les évolutions, elles sont induites par des contraintes économiques, environnementales, également géopolitiques aujourd'hui. Comment voulez-vous, vous, que la réglementation évolue sur la fertilisation ? Merci. Moi, je veux bien commencer. En fait, il ne faut pas prendre un champ de contraintes. On peut toujours regarder comme étant quelque chose de négatif. C'est aussi énormément de possibilités de bouger. Typiquement, ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'azote qui flambe, on voit bien que, de compte fait, il y a une vraie opportunité pour bouger les façons de produire. Pour moi, l'angle qu'il faut avoir, alors je ne sais pas s'il faut le regarder en termes de cadre réglementaire, mais c'est le défi qu'a la génération d'après. En fait, la réglementation doit beaucoup plus s'occuper du bien commun que du bien privé. Et le bien commun qu'on en a, c'est comment on va répondre au Green Deal. Pour la première fois, on a un cadre européen partagé, alors qu'on passe notre temps à dire qu'il y a une distorsion de concurrence avec les autres pays européens. Et on a là un cadre qui nous est proposé, qui dit qu'il faut atteindre la neutralité carbone en 2050, et donc moins de 45% de gaz à effet de serre en agriculture. Eh bien, il va falloir se lever tôt, hein. C'est pas gagné. Réduction d'usage des pesticides, pas pour le plaisir, mais parce qu'ils ont un problème sur la santé et un énorme problème sur la biodiversité. On a des environnements agricoles qui sont quasiment sans biodiversité aujourd'hui, et donc il faut en remettre. Et puis réduction, il faut regarder le texte, les fertilisants. C'est très intéressant, ils disent réduire de 20% les apports de fertilisants et réduire de 50% les pertes. Et de fait, quand vous regardez l'ensemble des systèmes de fertilisants à l'échelle française, ils sont poreux. Juste pour donner une ampleur du désastre, si vous regardez le cycle mondial de l'azote, ce qui est consommé par les humains en termes de forme d'azote, forme de protéines, c'est uniquement 23% de l'azote qui rentre dans le système. Donc il rentre 158 millions de tonnes d'azote en 2020. Il est rentré 158 millions de tonnes d'azote sous forme soit d'engrais, soit un tout petit peu par la fixation symbiotique. Et il n'en a été utilisé par les humains que 36,6. La différence, c'est? La différence, elle est dans l'eau, mon cher ami. Et un tout petit peu dans l'atmosphère, c'est là qu'on a les gaz à effet de serre et le protoxyde d'azote. Mais pour l'essentiel, c'est dans l'eau. Oui, Gilles. Juste pour compléter par rapport à ça, je pense que cet aspect, finalement, il faudra arriver à trouver un équilibre entre cette réglementation, les contraintes que ça nous met, et derrière les opportunités qu'on peut avoir. Et se dire que finalement, il faut qu'on fasse attention quand on nous impose une réglementation, des contraintes, qu'on n'aille pas à l'encontre justement du but recherché. Et on pourrait on pourrait parler de l'azote, et je pense que c'est un bon exemple. Par exemple, sur des colzas, on sait que dans certains cas, apporter de l'azote à l'automne, c'est une opportunité. Ça permet de réduire les phytos derrière. Donc voilà. Mais on a la contrainte, la réglementation qui nous l'interdit aujourd'hui. Et dans l'état actuel des choses, c'est plus on ira loin sur la réglementation sur l'azote et sur les contraintes liées à l'azote, si on n'a pas la réponse, si on ne se donne pas les moyens de réponse, qu'elle soit génétique, qu'elle soit sur la création de filières et autres, d'insérer des légumineuses dans les rotations, parce qu'on parlait de légumineuses associées, mais il y a aussi, ne l'oublions pas, tous ces protéagineux et toutes ces légumineuses qu'on peut faire en culture seule, mais on sait aujourd'hui que certaines cultures ont quand même des handicaps majeurs qui sont liés par exemple à la génétique. Enfin, si on prend le cas des févroles d'hiver, on sait qu'une févrole d'hiver, la moyenne d'âge des variétés est de 14 ans. Enfin, on a un retard considérable sur la génétique. Donc, ok, qu'on ait cette volonté de réduire les engrais minéraux, les apports d'engrais azotés minéraux, que ce soit un cap qu'on se le donne, certes, mais qu'en contrepartie, on mette vraiment tout en œuvre
pour avoir une génétique, pour avoir des créations de valeur sur les exploitations, des créations de filières qui nous permettent de compenser justement cette réglementation. Et Gilles, pourquoi on n'a pas fait avant ça, d'aller chercher justement, d'accélérer sur la génétique? Alors, la génétique, si on prend, enfin, on va le prendre à l'échelle nationale, on pourrait le prendre à l'échelle européenne, mais je pense que ça va être un peu plus parlant à l'échelle nationale. Si on prend la globalité de nos protéagineux, légumineuses et autres, je n'inclus pas le soja dedans, faut savoir que grosso modo, on a 500 000 hectares en France. On a 200 000 hectares de poids quand tout va bien. Quand on a un tournesol qui va faire 700 000 hectares, quand on a un colza qui fait entre 1 million et 1,5 million d'hectares, la génétique va pas... Enfin, l'intérêt pour les semenciers, pour les sélectionneurs ne vont pas du tout être les mêmes. Aujourd'hui, un poids en vente de semences certifiées, c'est 10 000 hectares par an. Autrement dit, c'est rien. Aujourd'hui, aucun sélectionneur, aucun chercheur n'a intérêt économique à aller faire de la recherche sur des poids protéagineux. Voilà, c'est tout simplement un aspect économique. Et je pense que c'est là où on a une responsabilité et nationale et européenne, c'est vraiment de lancer, de faire de ces axes de recherche vraiment un axe stratégique. Donc là encore, il faut changer le modèle, quelque part. Le changer, peut-être pas totalement, mais au moins le faire évoluer. Alexandre Juste, et puis Victor. il me semble avoir compris dans la question de monsieur que la question c'était dans le contexte de prix actuel, c'est ça? En fait, on se rend compte depuis toujours qu'il n'y a pas de changement sans contrainte, et ces contraintes viennent souvent de la réglementation. Et aujourd'hui, on a des fortes contraintes, que ce soit effectivement géopolitiques, mais également environnementales ou encore sociétales. Et du coup, pour faire face à ces contraintes, on a besoin de faire évoluer le système ou les systèmes. Et ma question, c'est comment vous voulez que la réglementation influence sur l'évolution des systèmes dans la fertilisation? Alors moi, personnellement, je veux rien du tout. Mais je pense juste qu'il y a, au-delà de votre question, un point sur lequel le réglementaire va peut-être devoir se pencher très rapidement, parce que là, il y a eu beaucoup d'éléments, à mon avis, de réponse moyen terme, voire long terme. On parle de l'azote depuis tout à l'heure, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un contexte. Personne dans la salle n'aurait pu prédire, il y a 6 ou 8 semaines, ce qui allait se passer. Et on est tous capables, après coup, d'expliquer pourquoi est-ce qu'un marché a monté, descendu, hypervolatilisé, etc. Je pense qu'il va y avoir un enjeu dont le politique va devoir se saisir, c'est quand même la capacité à fournir des intrants au niveau de la ferme France. On parle de l'azote, mais il va y avoir la même question sur la chaux. Moi, j'étais ce matin avec un gros producteur de chaux qui me disait deux choses. Il me disait qu'il passe des hausses de 30% et que c'est pas compliqué, si le client prend pas, ils arrêtent de produire parce que le coût du gaz aujourd'hui ne leur permet pas de continuer. Que dans le même temps, avec la crise de la grippe aviaire, il y a des réquisitions par arrêté préfectoral de tonnage de chaux pour aller purifier les élevages qui ont été touchés. Donc on se retrouve dans une situation où potentiellement on peut se retrouver avec un marché qui coupe le robinet. Okay, vous avez parlé de la table ronde précédente du GNR. Pareil, on est à 2 € litre, etc. La question qu'il y a derrière ce prix, c'est est-ce qu'on est en capacité, à mon avis, de continuer à produire longtemps des diesels en France? Le diesel, dans le raffinage, ça fait intervenir des molécules qui viennent aussi d'ailleurs, et en particulier de Russie. Donc je pense que le politique, si la situation perdure, va être obligé de légiférer sur du court terme, mais notamment en réglementant l'accès aux intrants pour sécuriser la production alimentaire. Victor. Moi j'ai une réponse, Paul, très terre à terre là, par rapport à la réglementation et la technique. Je parlais ce matin de la productivité des couverts végétaux. Voilà, quand j'étais en Bretagne là, il y a 15 jours, ils me parlaient de leurs essais en couverts végétaux. On dit ouais, c'est bon, on mesure les reliquats, la productivité et tout. Je dis non, mais en fait là, le couvert, là, il y avait combien de tonnes là? Il me dit ah, mais là, il y avait 7 tonnes. Je dis punaise, 7 tonnes, ça commence à être balèze. Ça s'approche de la hauteur de la table quand même, quoi. Bon, et il me dit non, mais là où on n'avait pas fertilisé, il y avait 4 tonnes. Ah bon? Je dis mais toi, avec tous les effluents et tout, là où tu es en Bretagne, t'as mis de l'azote là? Je dis mais ça va pas quoi? Il me dit non, mais j'ai mis 30 unités d'azote, je suis passé de 4 tonnes à 7 tonnes. Donc voilà, tous les gens qui étaient là, il y avait les gens de l'agence de l'eau, les bassins versants, la région Bretagne et tout. On a mis la sauce quoi. Parce qu'en fait, si on veut redévelopper des sols qui soient performants, avec une vie du sol qui marche à fond, qui libère des éléments pour que derrière on puisse faire des économies au bout d'un moyen long terme,
ben, il faut des couverts performants. Et le fait qu'on puisse rien leur donner à bouffer, et ben voilà, tout le monde dit oui, les couverts, bon, c'est bien, mais avec des petits couverts comme ça donne rien. Alors, en fait, on fait la biomasse avec 30 unités d'azote, c'est fois 1,8 ou fois entre 1,5 et 1,8. Et donc ça, c'est un point réglementaire, un bête et méchant, on a dit non. Alors qu'en fait, on a pu prouver, enfin, les techniciens et les agriculteurs ont pu prouver que l'azote qui était mis sur le couvert allait dans la biomasse et était transféré pour partie l'année suivante, ou sinon était dans la biomasse qui participait à faire de l'humus, quoi. Ça, c'est un point vraiment bête et méchant. C'est des trucs comme ça sur lesquels la réglementation pourrait s'assouplir un petit peu, quoi. Donc globalement, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un accélérateur, c'est-à-dire le prix de l'engrais, le conflit, etc., toutes les conséquences, un accélérateur de mutation qu'il aurait quand même fallu faire pour donner du sens, pour l'environnement, pour X raisons. On est parti un peu en retard, on a freiné comme d'habitude, un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur, histoire de ne pas avancer trop vite. Là, il faut avancer assez vite. La prescription va assez vite d'ailleurs ? Oui, la prescription, enfin, je veux dire, on a des choses dans les tuyaux. Enfin, voilà. Après, on sait qu'il y a des problématiques locales. Enfin, quand on parle aussi, on sait que sur certaines zones, quelque part, on peut faire tout et on réussira tout, mais on sait que sur certaines zones, on ne peut pas tout faire et on n'est pas sûr de les réussir non plus. Donc, les légumineuses, c'est quelque part des cultures risquées aussi, quoi. Alors, si on n'y arrive pas là, c'est compliqué parce qu'on a un ministre apparemment qui... Ça passe bien le feeling là pour le plan pour protéines, etc. Oui, on a l'argent là qui oui, est arrivé. Oui, mais il n'a encore pas la capacité de bouleverser le climat. Non. On a quand même des solutions agronomiques, on l'a vu, si on remet un peu tout dans le bon ordre, si on part du sol et qu'on développe des techniques, il y a de la marge de manœuvre, de la marge de progrès. Ouais, il y a un truc que je n'ai pas expliqué ce matin et que je n'ai peut-être pas bien reformulé, c'est que peut-être qu'on a du mal à s'imaginer à quel point le sol peut nous rendre des services et c'est quoi la valeur de ce service. Christian, il parlait des services environnementaux qu'on rendait à tout le monde. Oui, c'est vrai. En fait, il y a des essais en France qui ont montré qui ont comparé une culture traditionnelle avec pas ou peu de couverts du labour, du travail du sol traditionnel avec des couverts, du semi-direct sans couvert avec du semi-direct avec des couverts diversifiés et riches en légumineuses. Dans cette modalité-là, au bout de 6 ans, on fait des cultures d'été sans azote et sans PK. Donc en fait, l'économie, elle est là. Oui, après, pour le petit bout qui reste, on pourra s'amuser avec des OAD et des machins. Mais en fait, la grosse économie, c'est vraiment le sol. Aujourd'hui, aux États-Unis, les piliers de l'agriculture de conservation, ils pètent 120 quintaux de maïs avec 60 unités d'azote. Donc tout va bien, Victor. Ils n'ont pas mis d'OGM, ils n'ont pas greffé des nodosités au maïs, ils n'ont pas mis de bactéries spéciales dans un sachet. Donc je voulais juste redire ça pour que vous ayez ça en tête, à quel point c'est un investissement. Donc on peut être confiant. Toi, tu es confiant sur ton exploitation? Moi, je suis confiant. Je sais que c'est un chemin. Christian parlait d'aspiration et qu'il fallait changer les moyens mais garder la même direction. C'est tout à fait ça. Et on a des solutions comme la méta, par exemple, qui peut permettre de réavoir aussi... Je pense qu'on a plein de solutions agronomiques. On a des nouveaux systèmes de production, on a des OAD. Et l'objectif est certainement pas d'opposer les uns les autres, bien au contraire. Donc des leviers agronomiques, il y en a au niveau des fermes. Il y en a plein qui ont été évoqués. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un climat qui est très changeant. On prend cet exemple de l'azote aujourd'hui, et que ceux qui ne vont pas s'y adapter rapidement, on va avoir des accidents. Voilà. Donc il faut aller à fond vers l'autonomie. Il faut s'adapter vite. L'autonomie azotée au sens large, on va dire, au-delà du débat. Bon, on est arrivé au terme de ce débat, on est dans les temps. Je remercie donc Christian Huyghe, Alexandre Viel, Gilles Robillard et Victor Le Forestier d'être venus ici pour débattre de cette question. Merci à vous, messieurs. Et merci aux Unitech Days donc d'organiser des débats de ce type qui mettent le doigt vraiment sur les problématiques. Et je passe la parole à Tristan qui veut nous dire un mot.